beaucoup de cohérence et de synergie dans les 3 présentations qu'on a eues. C'est-à-dire que vous avez chacun apporté un éclairage différent sur cette même problématique de l'immatériel et bien montré à quel point c'était au cœur des problématiques de vos entreprises ou des problématiques de valorisation pour Alan Fustek. Et que effectivement, l'innovation, s'il y a de l'innovation à trouver dans le monde académique et dans les entreprises, l'innovation, elle viendra justement de cet échange des bonnes pratiques entre le monde académique, vos expériences en tant qu'entreprise très innovantes pour l'une comme pour l'autre. Ce que je retiens surtout, moi, des illustrations d'Orange et de Google, c'est que l'innovation et la création de valeur chez vous, et pas que chez vous, mais en tout cas dans ce que vous avez présenté, elle passe pour moi par l'ouverture des frontières de l'entreprise et donc d'une remise en cause de ce qu'on peut appeler ou de ce qu'on voit dans l'économie classique des droits de propriété. C'est-à-dire que si on se cantonne aux frontières et aux droits de propriété de l'entreprise, on n'a pas d'innovation possible. Or, le système de retranscription qu'on a, qui est le système comptable, justement, est très bloqué par ces droits de propriété. Et comme aujourd'hui, votre innovation, elle passe en s'ouvrant à l'extérieur et en cassant ces droits de propriété, on voit à quel point, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un outil de traçabilité du passé qui ne va pas pouvoir retranscrire ce qui se passe chez vous. Donc là, vraiment, je crois qu'on a une illustration magnifique de à quel point on a besoin de changer de paradigme aujourd'hui et de trouver des nouveaux outils de mesure financière et extra-financière. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça parce qu'il y avait une belle cohérence. Merci beaucoup et donc je vais laisser la place aux questions et qui seront surtout pour Gaël Levu et Frédéric Gousserolles. Donc je vous invite à revenir ici. Bon, après, sinon j'en ai des questions. Je vais peut-être du coup commencer par... Ouais. Je vais peut-être juste commencer par une question, puis je vous passerai la parole qui rebondit sur votre conclusion qui était ce paradigme donc, que vous avez mis en avant. Est-ce qu'on parle aussi, mais c'est peut-être plus davantage pour vous, Anne, de conduite du changement aussi dans le secteur comptable et gestion par rapport justement à ces changements de culture et de mentalité au niveau notamment de l'open innovation et de comprendre tous ces immatériels? Alors, bon, contrairement à l'image d'Épinal, les règles comptables et la norme comptable, ce n'est pas du tout quelque chose de figé. C'est-à-dire que chaque année, il y a des modifications, des nouvelles règles. Et le dernier grand changement comptable, ça a été l'introduction de ces fameuses normes internationales, les normes IFRS, qui ont été énormément pointées du doigt au moment de la crise financière. Parce qu'un des grands changements de ces normes IFRS, c'est d'avoir introduit la juste valeur. Donc le fait de pouvoir prendre en compte dans les comptes aussi bien des hausses de valeur que des baisses de valeur. Ce qui n'était absolument pas possible en comptabilité, on prenait en compte que les baisses de valeur avec les provisions, le principe de prudence. Et donc ça a introduit de la volatilité dans les comptes. Et quand il y a eu la crise financière, on a pointé du doigt les nouvelles règles comptables en disant mais ça a créé un effet procyclique sur la crise. Attention, pas de ça. Donc forcément, si on ne veut pas de juste valeur, on ne peut pas capter l'immatériel, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de groupes de travail qui regroupent les entreprises, les auditeurs, les normalisateurs, les utilisateurs de l'information financière pour essayer de faire changer ou d'évoluer ces normes. Mais le problème, c'est que ça doit répondre aux besoins informationnels d'utilisateurs multiples, dont l'État, dont la fiscalité, dont aussi les créanciers, etc. Et donc, c'est peut-être plus possible aujourd'hui qu'un seul système d'information financière puisse répondre aux besoins de tous ces utilisateurs-là. Donc, mon sentiment, c'est qu'on va arriver vers un double système d'information financière. L'un qui va être le système comptable qu'on connaît, qui va rester attaché à reconnaître tout ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire traduit financièrement par des entrées ou des sorties de cash. Et là, ça va être prudent et ça va être fiable. Et puis, on va avoir un autre système d'information qui est un peu ce vers quoi vont les IFRS, qui va être plus un système d'information vers les investisseurs, les marchés financiers, etc., qui va être plus tourné vers donner de l'information sur le potentiel de création de valeur des entreprises. Et là, à ce moment-là, on sera moins coincé par des carcans de principes de prudence, etc. On pourra plus aller vers une
pertinence de l'information, et toute augmentation de la pertinence de l'information, elle fait baisser la fiabilité de l'information. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas encore là, donc je ne sais pas. Mais ça bouge, ça bouge. Merci pour ces deux présentations que je qualifierais de terrain, quelque part, et qui permettent vraiment de montrer le schisme, pour moi, oui. Le schisme entre la présentation traditionnelle qui a été faite par l'Observatoire de l'immatériel et par vous-même, et l'enjeu du futur. Je vais le résumer en 2 mots. C'est la phrase terrible qu'a dit Alain Fustek. La phrase terrible, c'est l'action n'a pas de valeur. Or, le schisme, il est là. On a bien vu dans ces 2 présentations que tout ce qui se passe dans ces entreprises, c'est effectivement de l'action. Et même dans le body language de monsieur, on voyait l'action qui était permanente. Et de faire toutes ces initiatives dans l'entreprise, c'est de l'action. À tel point que la transparence dans l'action est immense, alors qu'il y a toujours du secret vers l'extérieur. Et ce qu'on lâche, c'est des petites choses pour justement aller créer de la valeur à l'extérieur en quelque part, excusez-moi, en piquant de la valeur sans la rémunérer. Par exemple, l'ordinateur qui est sur la table, là, sa valeur comptable est inférieure à sa valeur d'achat. Ça, c'est un fait. Et pourtant, avec toute l'information qui est dedans, qui représente des années de travail, des présentations, des documents, etc., sa valeur est immense. Elle est beaucoup plus grande. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lire ce qu'il y a dedans. Mais la NSA, elle sait lire ce qu'il y a dedans. Par exemple, peut-être que Google sait lire ce qu'il y a dedans. Et donc, le problème, il va être là. Il va être comment faire partager, comment extraire. Et c'est là où il y a un changement de la comptabilité à faire qui est très fort et qui ne doit pas attendre le rythme de la comptabilité pour avoir des outils qui permettent de transformer ça. Je vais donner un autre exemple. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un vélo? C'est que quand il avance, il tient en équilibre. Et c'est ça la grande différence entre l'action et le statique. On est toujours dans une comptabilité statique et on ne sait pas faire une comptabilité dynamique. Or, c'est concret, ce n'est pas quelque chose qui est une vue de l'esprit, etc. La dynamique, ça peut se mesurer, ça peut se qualifier, ça peut se mettre en équation, ça peut avoir une valeur tout à fait précise. Il suffit simplement, c'est philosophique, il s'agit de changer de modèle et de dire on ne va plus compter ce qui est statique, on va commencer à s'intéresser à ce qui devient dynamique. Et ça change tout. Et c'est par là qu'il faut essayer de mettre en harmonie les systèmes financiers, et je ne pense pas comme vous qu'il va y avoir 2 systèmes financiers, mais qu'il va falloir créer un système financier dynamique qui intègre cette nouvelle dimension. Alors je vais terminer là, mais juste pour vous informer qu'on a déposé un projet de recherche à l'ANR, et on espère bien qu'on va être retenu pour aborder cette question avec des acteurs multiples, pour essayer de traiter l'outil finalement qui va permettre d'aborder ces questions-là en interaction avec un peu tous les sujets, mais je ne veux pas être trop long là-dessus. Merci. Je ne sais pas s'il y a une réaction peut-être au commentaire de monsieur. Enfin, je suis moins d'accord évidemment sur l'aspect dynamique et vitesse, mais ça va sans dire. Oui. Et qu'on soit effectivement capable de reconnaître le fait que l'entreprise se mette en action, c'est quelque chose d'important. Puisqu'on est dans un monde, ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est un monde qui bouge très très vite. Et donc rester statique, c'est juste mortel. Et donc du coup, effectivement, de savoir comment capturer cette capacité à se mettre en action, ça a une valeur énorme. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment l'aborder, quoi. Donc là-dessus, oui. Et c'est ça les axes de recherche sur lesquels on travaille. D'accord. Bonjour. J'ai une question en fait parce que je lance ma société cette année, donc il n'y a pas du tout un existant sur le marché. Et en fait, la société tourne autour de prestations de services sur l'accompagnement en fait des sociétés sur les problématiques d'anglais, mais avec une approche qui est complètement différente, avec des intervenants qui sont des natifs, qui ont souvent en fait eu des parcours et des compétences autres que l'anglais. Donc pour vraiment être sur le terrain avec les sociétés. Et je me retrouve avec une difficulté parce qu'il y a une éducation de marché à faire. Je n'ai pas encore une marque identifiable.
Donc, je ne sais pas si dans vos parcours passés ou si d'autres personnes éventuellement ont eu ce type d'expérience, comment valoriser justement cette différence et la rendre identifiable en fait par les prospects. Et juste une question, du coup, vous voulez le faire sous votre marque ou en marque blanche? Enfin, vous voulez vraiment le faire sous votre marque? D'accord. Mais c'est encore difficile de dire que c'est une marque. Non, mais du coup, quand la marque, je vois nous la façon dont on travaille avec nos partenaires et quand on essaye de les distribuer, puisqu'en fait on a aussi un rôle quelque part de temps en temps de distributeur de solutions tierces, on se pose la question effectivement de savoir des fois si on demande à cette entreprise de se mettre en marque blanche et d'y apposer la marque orange. Et du coup, ça nous permet, nous, alors là, les langues, ça n'a rien à voir avec notre métier, donc c'est plutôt pour illustrer, ou par moment, on le fait parce que la marque est déjà reconnue. Et à ce moment-là, on va au contraire capitaliser sur la marque de l'entreprise avec qui on va faire du partenariat, où on peut avoir des situations intermédiaires de type port by Orange ou des choses comme ça. Et je ne sais pas si vous avez approché des grands noms de tout ce qui est accompagnement justement dans les langues. Il peut y avoir des fois, avant de réussir à affirmer sa marque directement, il peut y avoir des solutions intermédiaires aussi pour se faire connaître. D'accord. Bonjour, Alexandra Domar. Moi, je suis une ESSEC qui est sortie dans les années 90. J'ai passé 20 ans dans la finance, en particulier en gestion d'actifs, en me disant que c'était un métier d'homme, d'idées. Aujourd'hui, c'est un métier d'algorithme et de beaucoup de régulation. J'ai commencé à travailler en Allemagne dans une petite banque. Dans les années 90, on était encore sur mainframe. Donc, pour faire une analyse crédit, ce n'était pas du scoring algorithmique, mais une vraie réflexion. Et puis, grâce à l'ISIS, je me dis, l'innovation, tout ça, c'est bien sympa, mais comment on fait quand on vient de la finance? Parce que ça semble antinomique. Pardon. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Et donc, j'ai pris mes amis entrepreneurs autour de moi, j'ai bidouillé un peu avec leurs comptes. Et j'ai une question. Est-ce que les logiciels, les applis, toutes ces choses-là ne devraient pas plutôt être traitées comme des stocks plutôt que des actifs immatériels? Parce que c'est un stock de main-d'œuvre et on n'est pas sûr qu'on arrivera à les valoriser. Et ça a des implications pour le CIR aussi. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit j'ai mis 80 000 euros d'actifs immatériels parce que mon informaticien coûte 80 000 euros. Et j'ai envie de dire oui, mais est-ce que ton informaticien va te permettre de créer 80 000 euros de profit ou au moins de chiffre d'affaires? Voilà. Et en réfléchissant, le stock, c'est une sorte de stock de main-d'œuvre. Enfin, voilà, j'ouvre la question. Alors, en fait, les logiciels, ça dépend un petit peu de l'usage qui en est fait. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où ils sont enregistrés comme des actifs et d'autres où ils sont enregistrés comme des stocks. Ils sont parfois enregistrés comme des stocks? Oui. Si par exemple... si vous êtes par exemple la Fnac, vous achetez, vous revendez, c'est des stocks de marchandises. Si vous êtes un prestataire, que vous faites du logiciel sur commande spécifique de clients, c'est-à-dire que vous allez développer des logiciels pour des clients, ça va être du stock. Ça va être considéré comme un actif si vous êtes, par exemple, l'ESSEC qui va acheter des licences, un certain nombre de licences d'utilisation de tel logiciel pour ses étudiants, ses professeurs. Là, ça sera un actif parce qu'il y a une idée de durée, c'est-à-dire que ça va vous servir pendant plus d'un exercice. D'accord ? De la même façon que si vous développez un logiciel en interne pour vous-même, par exemple, je ne sais pas, Air France qui va développer un logiciel de booking de ses vols, ou etc., c'est un investissement. Alors après, la question de dire je vais mettre le salaire de mes ingénieurs qui ont développé pour le coût de production de cet investissement, on peut très bien avoir le même type de réflexion que quand on produit une immobilisation corporelle pour soi-même, c'est-à-dire que je suis une entreprise industrielle, je vais construire une machine-outil pour mon cycle de fabrication. Pour le coût de production de cette machine, je vais mettre des heures main-d'œuvre, je vais mettre combien j'ai acheté, les différents boulons, pièces, etc. que j'aurais mis dessus, et voilà. C'est pas parfait. Ce qu'on lui demande à la comptabilité, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'elle a une caractéristique et une obligation de fiabilité de l'information qui est très importante. C'est-à-dire que dans le terme de fiabilité, c'est pas que l'information doit être vraie. D'abord, la vraie valeur, ça n'existe pas. C'est que l'information, elle a dû répondre à un certain nombre, pour se construire un certain nombre de règles qui sont communément admises. C'est ça la fiabilité de l'information. Et après, qu'elle soit pertinente, c'est une autre question.
Et souvent, quand on augmente le degré de pertinence, on baisse en fiabilité, type juste valeur, et inversement. C'est un espèce d'arbitrage continuel qui n'est pas évident, quoi. Donc, à l'intérieur de vos différentes entreprises, il y a des structures lab, hein, qui construisent l'avenir. Mais on arrive finalement, on est au mois de décembre, donc on a passé les caps budgétaires. Et à ce moment-là, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de dire, mais finalement, en interne, comment ces innovations à venir, cet immatériel à créer, quels sont les critères d'évaluation, de scoring que vous avez utilisés pour justement définir que ce projet A était prioritaire par rapport au projet B? C'est-à-dire que concrètement, comment vous l'utilisez, cette valorisation de l'immatériel en interne? Déjà, je pourrais reprendre l'exemple des projets 20% que j'ai cités. En fait, je pense qu'au départ, chez nous en tout cas, et c'est peut-être un peu particulier, il n'y a pas forcément de contrôle. Il y a beaucoup de liberté qui est donnée. Donc je vois des collègues par exemple qui travaillent sur des sujets, on leur laisse le choix de travailler dessus, il n'y a aucune contrainte qui est donnée, il n'y a pas de scoring, on fait confiance aux employés. Donc ça ne veut pas dire que ça réussit à chaque fois évidemment, mais en tout cas le nombre de réussites qui a été déjà fourni confirme que le modèle se tient. Donc la question chez nous elle est plus sur le après, c'est quand on commence à avoir une idée qui bourgeonne, etc. et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a de la valeur. Comment est-ce qu'après on va commencer à passer un cap, grossir, créer une équipe, etc. Donc là, on revient sur les process type Google X, etc., qui ont de l'expérience et qui nous aident justement à consolider ces exercices. Mais au départ, il n'y a pas de contrôle, en fait. C'est vraiment le libre choix. Chez Orange, on est un peu plus old-fashioned, je pense. Bon, donc on travaille pas mal sur... alors, on a eu dans l'histoire du groupe, on a eu des noms différents, des territoires de conquête, des axes stratégiques, etc. Mais on a des domaines dans lesquels on pense qu'il est opportun pour Orange d'innover et d'investir. Donc évidemment qui touche au réseau, qui touche à des domaines. Donc on commence en ce moment à travailler par exemple aussi dans ce qu'on appelle un peu des nouveaux territoires de conquête. Typiquement, on travaille en ce moment pas mal sur tout ce qui est mobile banking. Donc on a une liste de sujets sur lesquels on pense, et là on a travaillé en amont pour faire cette liste, pour vérifier d'une part que il y avait de la valeur à aller faire dans ces domaines-là, que Orange était pertinent d'aller dans ces domaines-là, pertinent à plusieurs degrés, pertinent parce qu'on avait des assets et qu'on ne démarre pas de rien, parce que les clients nous feraient confiance, en tout cas que la marque Orange a un sens sur ces domaines-là, ou en tout cas qu'on n'aurait pas justement besoin de dépenser trop d'énergie à reconvaincre qu'il fallait partir avec Orange dans ces domaines-là. Et puis aussi sur notre capacité à faire en termes, pour le coup, là, de nos ingénieurs disponibles, de niveau de formation des gens dans ces domaines, etc. Et du coup, on a ces terrains de conquête, ces grands axes stratégiques. Et du coup, quand on travaille nos roadmaps, entre guillemets, pour les années d'après, on vérifie bien que nos ressources sont bien priorisées dans ces domaines-là. Et que du coup, ça a aussi des impacts forts sur la formation. C'est-à-dire qu'il faut que nos ingénieurs, on commence à les orienter vers ces domaines-là, etc. Donc, ou en tout cas, quand on n'est pas capable, parce qu'on n'aura pas les ressources assez vite, de trouver les bons partenaires et à nouveau de s'ouvrir. Donc, on a tous ces domaines de conquête, de recherche. Et ensuite, à l'intérieur de chaque domaine, là, effectivement, on va reprioriser des projets par rapport à d'autres. Mais déjà, il y a un premier travail qui est fait sur le fait de vérifier que nos efforts d'innovation sont bien sur ces axes-là, sur lesquels on pense qu'Orange a quelque chose à faire et on pense qu'à la clé, il y a vraiment pour nous du business au bout. Donc ça nous aide quand même à faire ce choix. Après, effectivement, à l'intérieur de chaque domaine, il va falloir retravailler sur comment optimiser les étapes en fait, pour y arriver. Donc il peut y avoir beaucoup d'éléments très différents, d'actions à avoir en termes de normalisation, d'actions à avoir, etc. Donc on a tous ces plans-là. Donc ça nous aide, ça nous oriente dans les choix pour, d'un point de vue budgétaire, mettre nos ressources là où ça fait sens, quoi. Voilà. On va peut-être prendre deux questions très rapides et puis après on va libérer nos intervenants. On va juste enchaîner vite fait et puis on vous permettra de répondre à votre juste.
Merci. Céline Tossan, je suis maître de conférence au CNAM. On connaît le lien entre innovation et justement ressources humaines. Je voudrais savoir pour tous les deux, en fait, quelle est votre politique en termes d'appréciation des salariés? Alors, il y a plusieurs... dans l'appréciation des salariés, il y a évidemment tout ce qui concerne, de façon très pragmatique, quand on évalue les parts variables, etc., hein, que c'est une politique RH assez classique dans toutes les entreprises. Et on a des systèmes d'entretien individuel avec des objectifs individuels, des objectifs collectifs qu'on partage en fait et qu'on essaye de partager de plus en plus d'ailleurs en termes de division, voire en termes de projet, parce qu'on a un enjeu très fort aussi, c'est de travailler en mode projet intégré, c'est-à-dire que c'est un grand groupe Orange et que souvent pour faire un projet, il faut qu'on aille chercher des gens dans des domaines différents. En particulier, on parlait beaucoup là il faut faire des innovations simples, intuitives, etc. Donc il faut de plus en plus qu'on fasse travailler un designer, un ergonome, un ingénieur, un marketeur, quelqu'un de la relation client très vite, hein, dès l'amont. C'est des choses qu'on intègre de plus en plus tôt. Et donc, on a besoin de faire travailler tout ça. Et donc, on essaie d'avoir des outils communs et puis des évaluations communes à l'intérieur de ces projets pour reconnaître, en fait, l'avancée collective sur le projet. Donc, il y a tout un travail de fait là-dessus pour évaluer, justement, les salariés. On a aussi des filières d'expertise. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais on a aussi mis en place des filières d'expertise, c'est-à-dire qu'on commence de plus en plus à valoriser les carrières des personnes. Avant, on avait peut-être un système assez classique de plus on monte, plus on manage de gens ou des choses assez classiques comme ça. Et donc maintenant, de plus en plus, on essaye de créer sur un domaine la reconnaissance d'experts. À qui, en fait, on va animer cette communauté d'experts à travers l'entreprise, alors en France et voire à l'international, parce qu'on de plus en plus, on partage nos expertises entre les différentes filiales qu'on a un peu partout dans le monde. Et du coup, on anime et on rétribue aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonus, des parts variables qui sont donnés à ces experts parce qu'ils sont reconnus dans leur filière d'expertise. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est pas très très vieux. On est en train de mettre ça en place et c'est assez apprécié parce que ça permet à des experts qui n'ont pas forcément envie de passer par une carrière assez classique de management et au contraire de continuer, et ça a une valeur énorme pour l'entreprise. Donc on joue sur les deux aspects. L'innovation est un critère. Bien sûr. L'innovativité des gens est un critère. Oui. Alors, on a en interne aussi beaucoup d'outils pour permettre aux gens de... Alors, on est peut-être moins avancé que Google, mais on le fait à notre niveau, au sens où, par exemple, on permet à nos ingénieurs, par exemple, de publier des applications. On a créé un compte de publication vraiment qui est complètement ouvert, donc qui n'a pas besoin de passer tous les jalons internes de validation, etc. Et donc, c'est un compte de publication complètement ouvert. Ils publient, c'est pas en marque Orange. Ils publient leur application. On a demandé aux managers de s'engager à laisser de la disponibilité à ces gens-là, justement, pour pouvoir travailler sur leur innovation. Et donc, on laisse cette application. On a un critère qui est, on la laisse pendant 6 mois et on regarde le nombre de téléchargements. Et en fonction de ça, soit l'idée vraiment a du sens et on va la réintégrer vraiment en marque Orange à ce moment-là et on va la mettre dans nos canaux, notre capacité de nous distribuer. Soit le truc, c'était une idée mais ça a fait flop, ça arrive bien souvent. Et du coup, mais au moins la personne a la satisfaction de pouvoir avoir mis son application sur le marché avec un vrai retour client directement. Donc on a ce type d'initiative, donc on a des choses qui s'appellent des idées clics, des choses comme ça aussi, où on a aussi un système de sponsors, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui peuvent revenir, mais vraiment tous les métiers, et donc tout un système qui fait qu'il y a des sponsors qui sont identifiés, donc des gens plutôt seniors, qui repèrent des bonnes idées et qui aident justement l'idée à germer dans l'entreprise, un peu en dehors aussi des processus plus classiques, ce qui permet à des gens qui n'étaient pas sur le métier, souvent de proposer des solutions et on voit les retours, on a beaucoup de retours aussi d'innovation dans les process et dans la façon de faire. Donc ce n'est pas toujours des innovations qui vont se retrouver chez les clients, mais qui sont en interne, parce que les gens savent de quoi ils parlent. En fait, ils sont sur le terrain, il n'y a pas plus pertinent que la personne qui fait pour dire ce qui ne va pas et ce qui va bien. Et du coup, ça aussi, on est en train de le mettre en place. Ça fait quelques années qu'on le fait, quoi. Voilà, des exemples. Pour nous, en fait, donc ça va être difficile de répondre
fortement, parce que la politique RH est très très riche chez Google. Peut-être 2-3 points. Enfin, déjà, ça commence au niveau de la sélection, en fait. Donc le process est assez pareil cadré. On cherche des profils de gens qui sont peut-être très adaptables. Donc on appelle ça même la googliness. Enfin, et donc ce qui fait qu'on se retrouve par exemple avec des profils qui ne sont pas forcément homogènes, mais avec des... je sais pas, par exemple, je voyais des gens qui travaillaient au support informatique, qui avaient un background plus de chirurgien ou de maîtrise d'histoire de l'art. Enfin, donc on a des profils très très riches et très très variés. Donc ça, c'est l'étape déjà de sélection. Ensuite, par rapport à votre question sur le process d'évaluation, on a des choses qui sont peut-être un peu moins classiques au sens où c'est presque inversé. C'est-à-dire que les contributeurs individuels demandent d'être notés par leur pairs et pas que par leur manager. Et si je prends l'exemple du manager, ça va même plus loin parce qu'en fait, c'est les gens de l'équipe qui vont noter le manager et c'est cadré. Donc il y a un process en ligne qui arrive une fois par an et le résultat est analysé de très près. Donc c'est pas toujours facile d'avoir un rôle de management chez Google. Mais donc voilà, l'évaluation finalement est vraiment 360 degrés au quotidien. C'est pas juste une fois comme ça de temps en temps. Donc ça, c'est à mon avis assez prégnant chez nous. Et puis sinon, après, on a plein de leviers en fait, pour essayer de booster, d'accélérer la curiosité. Peut-être c'est des leviers peut-être plus classiques, mais de mobilité interne, de swap, d'échange de métiers, de ce qu'on appelle de shadowing, où on peut avoir des gens qui viennent travailler en binôme pendant un trimestre, par exemple, de mentoring. Il y a énormément d'outils, en fait, qui sont utilisés couramment par les employés, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, dans d'autres départements. Question pour Google, en fait. Vous avez parlé d'une boîte très ingénieure, très data, et à un moment donné qui a eu besoin de managers. En quoi les managers ont-ils contribué justement à valoriser, à canaliser la valeur de l'immatériel? Là, je ne pourrais pas répondre, mais je me demande si c'est public, en fait, de toute façon. Enfin, c'est ces 8 dimensions qui sont relativement classiques sur la définition d'un bon manager. Donc il y a, je ne sais pas, par exemple, c'est être un bon coach, c'est pas de faire de micromanagement, etc. Donc il n'y aura rien de très surprenant. Ce qui, moi, m'avait surpris en arrivant chez Google, c'est que c'était l'issue d'une démonstration, presque mathématique, statistique, etc. Après, encore une fois, la hiérarchie chez Google est très aplatie. Donc les managers ont évidemment un rôle très important, les employés, on a tous évidemment un rôle très important. Effectivement, donc le management est vu différemment chez nous. C'est très démocratisé. Si vous arrivez chez nous, par exemple, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on est tous en open space. Et vraiment, pratiquement tous. Je crois que chez nous, il y a peut-être deux bureaux fermés, enfin, la DRH, par exemple. Et puis, donc voilà, donc tout est aplani. Donc il y a moins de ce genre de frontières. Et ça se ressent d'ailleurs par rapport à l'évaluation, finalement, parce que le manager comme le contributeur individuel sont un petit peu évalués pareil. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence sur comment, en fait, plus le manager versus le contributeur individuel pour valoriser l'immatériel. Enfin, tout le monde au même niveau. Je pense qu'on va vous laisser. Donc écoutez, je voudrais encore remercier la salle pour la qualité de votre attention et des questions que vous avez posées qui sont très, très intéressantes. Je vous remercie encore une fois pour vos interventions qui étaient passionnantes. Donc je serais ravie de continuer à discuter de tout ça avec vous. Merci, très bonne journée.